Le SPAD est un avion mythique. Avec lui se sont écrites les premières grandes pages de l'histoire de l'aviation militaire française et même mondiale. Plus que n'importe quel autre appareil de cette époque, tout pays confondu, le nom de SPAD résonne encore comme un symbole dans la mémoire de tous les aviateurs. Cette machine a connu ses heures de gloire comme instrument des héros de la Grande Guerre. C'est la monture du capitaine Guynemer. Georges Guynemer qui symbolise cette élite téméraire prête à se sacrifier pour affronter l'ennemi en duel dans le ciel. Georges Guynemer, le seul à représenter les grands hommes de l'air au Panthéon. Quand il apparaît pour la première fois au printemps 1916, le SPAD frappe par son allure à la fois puissante et élégante. Il est l'aboutissement de tous les progrès technologiques de l'époque. Le SPAD illustre la vigueur de l'industrie aéronautique pendant la Première Guerre mondiale, juste un peu plus de 10 ans après le vol historique des frères Wright. En moins de 2 ans, les derniers du conflit, plus de 13 000 SPAD ont en effet été construits, soit plus du quart de toute la production française pendant la guerre. Curieusement, l'histoire du SPAD est presque continuellement marquée par une sorte de dualité. Cette machine a en effet une double origine. Elle émane de constructeurs et réunit 2 conceptions différentes de l'aviation. Le SPAD se distingue de 2 manières. C'est à la fois un avion de héros et une machine d'ingénieur. Mieux encore, tout en étant construit autour de la mécanique, il n'en est pas moins un exemple d'aérodynamisme, 2 approches en général antinomiques, surtout à l'époque. Enfin, bien sûr, le SPAD est l'avion des duels dans le ciel. Cette dualité étonnante est un peu le fil conducteur de l'histoire du SPAD. L'avion arrive tard dans la guerre. 2 ans se sont déjà écoulés lorsque les premiers exemplaires du SPAD 7 arrivent au compte-gouttes dans les escadrilles. La bataille de Verdun n'est pas encore terminée. L'offensive de la Somme se solde par une hécatombe. Les Alliés semblent dans l'impasse. Fin 1916, la situation des belligérants n'a pas beaucoup évolué. Depuis 2 ans déjà, la ligne de front est pratiquement stabilisée. Les tentatives allemandes à Verdun et alliées sur la Somme pour faire bouger le front de manière décisive ont échoué. Des 2 côtés, les pertes en hommes sont considérables. À l'entrée de l'hiver, les fantassins vivent dans les tranchées, pataugeant dans la boue, entourés de fils barbelés et secoués par les salves d'artillerie. En revanche, le moral des aviateurs est un peu meilleur. Après avoir retourné la situation dans les airs, les Français ont repris la supériorité aérienne sur l'ennemi. Leur Nieuport 11, puis leur Nieuport 17 ont fait du bon travail. Les pilotes français ont vaillamment reconquis le ciel de Verdun. Au cours de cette bataille charnière, l'aviation s'est métamorphosée. Les états-majors commencent à tirer des enseignements de leurs premières années de guerre. 2 conditions doivent être réunies pour conserver ou regagner la suprématie dans les airs. Il faut commencer par revoir l'organisation des forces aériennes et ensuite disposer d'avions efficaces. À Verdun, le général Joffre bouleverse les structures du commandement de l'aviation. Les escadrilles sont rassemblées en groupes de chasse. Une quinzaine passe sous commandement unifié et la chasse française attaque en formation. Grâce à la supériorité numérique, elle va pouvoir reconquérir le ciel. Rapidement, les unités aériennes vont comporter de plus en plus d'avions.
À partir du tournant de la bataille de Verdun et de la bataille de la Somme qui suit, l'aéronautique connaît un formidable développement et on peut réellement parler d'industrialisation de l'industrie aéronautique à partir de cette époque. Fin 1916, le SPAD commence à être livré sur le front. L'appareil va progressivement remplacer les autres avions de chasse en service. Le SPAD a deux avantages décisifs. Il bénéficie d'une part d'un nouveau type de moteur en V plus puissant et d'autre part d'une aérodynamique poussée qui lui vient de ses origines, les avions de record de vitesse de Père du Sein d'avant-guerre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il suffit de regarder le SE-5 britannique sorti à la même époque, utilisant le même moteur, pour voir que puissance et profilage ne vont pas toujours de pair en 1916. C'est le moteur qui détermine les caractéristiques du SPAD. En 1916, la firme Hispano-Suiza propose au service de l'air un nouveau moteur aux caractéristiques prometteuses. À la différence des moteurs couramment utilisés sur les avions, l'Hispano est un 8 cylindres en V fixé rigidement au fuselage. Il innove sur deux points. Jusqu'à présent, les moteurs étaient plutôt rotatifs, en étoile, tournant sur eux-mêmes pour assurer le refroidissement des cylindres. Sur l'Hispano, le refroidissement est liquide, comme sur les voitures d'aujourd'hui. Le moteur est en alliage léger et les cylindres sont percés dans un seul bloc de métal. Ici, les solutions techniques sont novatrices et la puissance attendue est largement supérieure aux rotatifs de l'époque. Le nouveau chasseur proposé par la SPAD est dessiné spécifiquement autour du moteur Hispano-Suiza. Tout est fait pour que l'appareil soit solide et rapide, d'où une forme très ramassée avec un moteur caréné au plus près et une voilure au profil mince et presque plat. L'avion a tout pour séduire les pilotes de chasse, toujours à la recherche de performance. Par rapport à leur Morane et à leur Nieuport, le nouveau SPAD est très rapide. Il dépasse les 170 km/h alors que les autres atteignent péniblement les 130. Enfin, le SPAD est armé d'une mitrailleuse Vickers synchronisée qui lui donne une puissance de feu plus confortable que les bébés Nieuport et leurs mitrailleuses au-dessus de l'aile. Le prototype du SPAD vole en avril 1916. Les premiers modèles de série atteignent le front en septembre de la même année. En cette période de guerre, tout se passe très vite. De nos jours, par exemple, il s'écoule souvent plus de 10 ans entre le premier vol d'un avion et sa mise en service. Le SPAD est un avion d'ingénieur. Il marie pour la première fois deux impératifs en général incompatibles. Robustesse pour absorber sa puissance et finesse aérodynamique pour aller le plus vite possible. C'est bien une machine à double personnalité. Autre dualité, non seulement c'est un avion d'ingénieur, une parfaite synthèse technique, mais c'est aussi un avion de pilote, une machine qui semble faite pour eux, deux exigences souvent contradictoires. Face au SPAD début 1917, les Allemands ne sont pas de reste. Eux aussi perfectionnent à la fois leur tactique et leur machine. Les aviateurs allemands volent maintenant eux aussi en formation et ils disposent d'une nouvelle génération d'avions. Les Halberstadt font leur apparition au début de 1917. Ils sont spécialement conçus pour escorter les avions d'observation et en conséquence puissamment armés. Ces biplaces comportent deux mitrailleuses avant et une autre orientable à l'arrière, ce qui les rend redoutables. L'Albatros, avec son fuselage coque en contreplaqué et son 6 cylindres en ligne, apparaît lui aussi début 1917 et fait tout de suite des ravages dans les rangs alliés. Quant au Fokker DR-1 à 3 voilures, comme toujours chez ce constructeur, il s'inspire d'un appareil du camp adverse. Ce fut d'abord l'Eindecker E3 basé sur le Morane Saulnier. Ici, Fokker copie simplement le Sopwith triplan. Le Fokker DR-1 va surtout se faire une réputation face au SE-5 anglais. Peint en rouge, c'est la monture de Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge. Redoutablement agile, le Fokker DR-1 acquiert une notoriété extraordinaire. Et pourtant, les performances de son moteur sont loin d'être satisfaisantes.
L'avion manque de fiabilité. Toutefois, cet appareil est redouté par les pilotes alliés et s'arroge de nombreuses victoires sur le front du Nord. En 1917, le SPAD intègre l'ensemble des connaissances techniques de l'époque et sa construction regroupe des sous-traitants encore en activité aujourd'hui. Par exemple, Dassault, qui fait sa première apparition avec l'hélice éclair du SPAD, et même Michelin pour les roues. Le SPAD restera jusqu'à la fin de la guerre l'avion le plus utilisé au combat. Son créateur, l'ingénieur Bechereau, a réussi un mélange parfait des genres, un compromis judicieux entre puissance, solidité et performance que vont lui envier tous les constructeurs, alliés comme ennemis. Cet avion devient vite la monture préférée des pilotes français. D'ailleurs, après l'arrivée des quelques premiers exemplaires dans les escadrilles, les aviateurs vont attendre avec impatience la livraison des appareils en nombre qui arrivent vers février 1917 pour remplacer leurs Nieuport vieillissants. Progressivement, 35 escadrilles seront équipées de SPAD. L'avion plaît aux pilotes, parce qu'il est rapide, plus puissant que ses prédécesseurs, parce qu'il encaisse bien les coups grâce à la robustesse de sa construction, et enfin parce qu'il est excellent en piqué, ce qui est primordial pour la chasse. Cela dit, le SPAD n'a pas que des qualités. Il est plus lourd que les autres, donc moins maniable et plus délicat à maîtriser. Mais peu importe aux pilotes, car ce sont des aventuriers. Ils forment une catégorie à part dans l'armée. L'aviation militaire est une institution toute jeune, sans passé et donc sans tradition. Contrairement à la coutume de l'armée française, officiers et hommes du rang se tutoient. Les rapports entre pilotes, souvent officiers, et les mécaniciens, hommes de rang ou sous-officiers, sont en effet très spéciaux. Le pilote remet sa vie entre les mains de ceux qui entretiennent son avion. Ce sont des relations de confiance. L'ambiance en escadrille est donc loin d'avoir le formalisme qu'on trouve dans les rangs de la cavalerie ou de l'infanterie. De plus, les pilotes qui grimpent dans les SPAD sont jeunes, très jeunes. Ils n'ont souvent pas 20 ans. Les escadrilles sont la plupart du temps des unités isolées, parquées à quelques dizaines de kilomètres du front, en pleine campagne. Les aviateurs vivent en vase clos, entourés de leurs machines. Comme dans les sous-marins ou plus tard les commandos, une véritable mentalité de petits groupes se développe avec ses propres lois. Un esprit d'escadrille. Puis il y a la mort. Celui qui part reviendra-t-il? Souvent les sourires de mise et l'humour macabre masquent l'angoisse de chacun. Enfin, le rythme quotidien dépend fortement de la météo. Les membres d'une escadrille, à cause du mauvais temps, restent parfois confinés à l'inaction pendant des jours. Ils savent qu'au même moment, les fantassins des tranchées continuent à se faire pilonner par l'artillerie, dont ils perçoivent au loin les grondements sourds. La plus mythique de ces escadrilles est peut-être celle des Cigognes. Commandée par le capitaine Brocard, elle va vite se forger une réputation. Dès que les SPAD arrivent aux Cigognes, les victoires aériennes se succèdent à un rythme effréné, puisque dès juillet, les pilotes de cette seule unité peuvent revendiquer 128 avions ennemis abattus. Le SPAD s'avère redoutable et remplace avantageusement les Nieuport. Un autre phénomène caractérise les hommes qui montent à bord de chasseurs comme le SPAD. On parle d'eux à l'arrière. Il ne faut pas oublier qu'avant 1914, les aviateurs sont des héros populaires. D'emblée, dès le début du conflit, la presse se fait l'écho de leurs exploits. Peu à peu, l'état-major comprend le parti qu'il peut tirer de cette médiatisation. Les aviateurs peuvent aider à soutenir le moral des troupes. Grâce à eux, on personnalise des faits de guerre. Et c'est ce qui a expliqué tout le mythe qui a été donné aux pilotes, toute l'importance que l'on leur a accordée, parce qu'il était là pour balayer le ciel et enlever l'adversaire, de façon à ne pas être repéré au sol. Toute attaque était repérée par une aviation ennemie, donc était stoppée par un barrage d'artillerie, était une attaque perdue.
Et on l'a vu dans de très nombreux cas. Donc ce qui fait que le fantassin, quand il voyait les combats aériens, donc du sol, il les suivait. Les pilotes se posaient à côté des tranchées et ils se mêlaient aux combattants. Ils avaient un prestige extraordinaire. Ainsi apparaissent les As. Ce sont les meilleurs, ceux qui ont abattu au moins 5 avions allemands. Parmi ces élus, l'As des As est sans doute Georges Guillemer. À lui seul, il abat 53 avions. Ce jeune homme de 22 ans, habité par un fort sentiment patriotique, va symboliser pour le public l'esprit des héros. Descendant d'une famille aristocratique, il mène grand train. Lorsque l'escadrille stationne dans l'Aisne, il n'est qu'à quelques kilomètres de la maison familiale, dans le faubourg élégant de Compiègne. Il rend souvent visite à la famille et ramène des trophées aussi impressionnants que des mitrailleuses allemandes, des morceaux d'avions abattus. Aujourd'hui, la maison familiale des Guillemer semble abandonnée. Ne reste que la plaque indiquant qu'il habitait là. Bien sûr, l'escadrille des Cigognes génère d'autres As, toujours à bord de leur Spad. Le sous-lieutenant Dorme, le père Dorme, 23 victoires. Le capitaine Heurtaud, 21 victoires. Le capitaine Delin, 20 victoires. Le capitaine Delatour, 9 victoires. Parmi les autres escadrilles, citons René Fonck, l'As français aux 75 victoires, qui affiche le plus brillant palmarès de l'aviation française. Un des rares pilotes qui survivra à la guerre. Puis il y a Charles Ningesser, le héros à la tête de mort peinte sur son avion. Lui aussi survivra à la guerre pour disparaître 10 ans plus tard en essayant de traverser l'Atlantique. Les Allemands ont aussi leurs héros. Les plus grands as sont Oswald Bölke, Max Himmelmann, Hermann Göring, qui dirigera la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout Manfred von Richthofen, le pilote au palmarès record, l'homme aux 80 victoires dans le ciel. Pour les pilotes, le stress est tel qu'une petite escapade à Paris n'est pas de trop. Ils quittent leur Spad pour retrouver une ville qui n'est plus la même que celle de 1914. Les bâtiments sont carapacés de sacs de sable pour parer aux éventuels bombardements et les vitrines protégées par des croisées de bois aux entrelacs originaux qui tentent de faire oublier la guerre. Partout, les militaires font sentir leur présence. Revues et parades sont incessantes pour entretenir l'esprit combatif à l'arrière. Les usines soutiennent l'effort de guerre en faisant des heures supplémentaires. Pour arriver à des machines aussi performantes que le Spad, il a fallu beaucoup de tâtonnements. L'histoire du Spad remonte d'ailleurs au tout début de l'aviation. La belle époque. Paris est la capitale insouciante de tous les pionniers de l'aviation qui viennent des 4 coins du monde. Santos Dumont, le milliardaire brésilien, charme les Parisiens avec sa personnalité fantasque. Mais surtout, il est le premier à faire décoller en France une machine dès 1906. Les avions, c'est une histoire d'hommes. Celle d'aventuriers fortunés, parfois dilettantes, mais prêts à prendre les risques les plus insensés pour être les premiers à maîtriser les airs. On les prend souvent pour des farfelus, des fous volants. Farman effectue le premier kilomètre en l'air à Issy-les-Moulineaux. Latham, autre original fortuné, tente de traverser la Manche avant de s'écraser dans la mer avec son Antoinette et d'attendre flegmatiquement les secours. Voisin cherche à faire décoller le premier hydravion planeur en France, sur la Seine. Sans succès. On est encore loin du Spad. Pégou s'installe dans son Blériot pour montrer qu'on peut effectuer des figures étonnantes dans le ciel. Les foules ébahies se déplacent nombreuses pour assister à ces événements incroyables. L'aviation, au début du siècle, impressionne tout le monde. C'est un peu comme un divertissement, une attraction de cirque pour quelques privilégiés, pimentés par le danger. Mais l'aéronautique est une affaire sérieuse qui demande beaucoup de compétences et d'argent. Et dès cette époque apparaissent les prémices de l'histoire du Spad. En ces années foisonnantes d'innovation, 2 hommes vont venir à l'aviation par des chemins différents, chemins qui finiront par converger pour que naissent les fameux Spad.
L'un vient de l'automobile, l'autre du textile, deux domaines industriels presque opposés. Mais est-ce vraiment un hasard? Les rues de la capitale commencent à être envahies de nouvelles machines bruyantes, les automobiles. Et ce marché en plein développement fait naître de nombreuses entreprises et de nouvelles fortunes. La voiture à moteur est la modernité en marche. C'est la quintessence de la technique de l'époque, l'aube d'une véritable révolution de société. Avec l'explosion de la production automobile, on peut faire fortune rapidement. Un homme, un certain Louis Blériot, se lance au tout début du siècle dans cette aventure. L'intérêt de mon grand-père pour l'aviation lui est venu dès l'époque où il était apprenti ingénieur à l'école centrale. Donc il y était de 1892 à 1895. Et bon, il ne s'en ouvrait qu'avec précaution à ses camarades pour ne pas avoir l'air d'un illuminé. Et donc après, il a créé sa propre affaire d'accessoires automobiles, donc principalement de phares. Incidemment, c'est à lui qu'on doit l'utilisation du mot phare dans l'automobile. Sinon, auparavant, on parlait de projecteurs, de fanal, d'éclaireurs, mais pas de phare. Ça désignait uniquement les phares côtiers pour les bateaux. Voilà l'un des deux parrains du futur SPAD, Louis Blériot. Qu'en est-il de l'autre, Armand de Perdussin? C'est un brasseur d'affaires qui très rapidement réussit dans le commerce de la soie dans les années 1890. Après la mécanique, le textile, un domaine beaucoup plus traditionnel qui, dans les années 1900, n'est pas porteur de bouleversements comme l'automobile. Et pourtant, il existe un lien avec l'aviation. C'est dans la vitrine d'un grand magasin parisien, le Bon Marché, que se cristallise la passion de Perdussin pour les plus lourds que lait. Il commande une maquette d'avion très réaliste pour agrémenter l'étalage de ses soieries dans les vitrines de Noël 1909. Celle-ci ne manque pas d'attirer l'œil de tous les passants. C'est un tel succès que de Perdussin décide de se lancer dans la fabrication de vrais avions. Deux aventures parallèles commencent. Et curieusement, bien que la suite soit une série de coups du sort, on ne peut s'empêcher de penser qu'elles sont complémentaires. Les avions, dont le SPAD est l'héritier direct, ne sont-ils pas non seulement des objets mécaniques, moteurs, commandes, mais aussi des voilures, faites de textile? Le hasard fait bien les choses. On peut grossièrement diviser en deux éléments une machine volante. La partie moteur, le côté mécanique de l'appareil, qui comprend l'hélice en bois, vissée par quelques boulons sur l'axe du moteur. Le moteur lui-même, avec son échappement, la partie lourde métallique de l'avion. Puis la partie légère, les ailes, constituées essentiellement de toiles tendues sur une structure de bois, collée et enduite avec soin. Le tout est rigidifié par des haubans en câbles métalliques et des entretoises de bois. La partie moteur est la plupart du temps entourée d'un capot d'aluminium. Elle vient se fondre avec le reste du fuselage, composé d'une structure de bois recouverte, tout comme les ailes, de toile. On retrouve donc curieusement la mécanique, émanation directe des progrès de l'automobile, et le textile, matériau plus traditionnel. Un mariage de raison qui permet d'allier mécanique et légèreté. Louis Blériot a fait fortune dans l'automobile, Armand de Perdussin dans les soieries. Tous deux vont devenir de véritables figures des débuts de l'aviation. Chacun de son côté va contribuer à la popularisation de l'avion. En juillet 1909, Blériot s'attaque à la première traversée de la Manche par les airs en partant de Sangatte, près de Calais. Marchant avec des béquilles pour s'être brûlé aux essais en touchant l'échappement de son avion, il grimpe dans son fragile appareil propulsé par un petit moteur de 25 chevaux, un Anzani 3 cylindres. Cette demi-heure de vol dans le brouillard s'achève près de Douvres par un atterrissage chaotique dû à une brise plus forte que prévu. Blériot est un héros. Quelques jours plus tard, encore boitant, il est accueilli à Paris dans l'enthousiasme.
À l'époque de la traversée de la Manche, il avait non seulement pris des risques physiques importants, puisqu'il avait eu 32 accidents, et dont certains étaient assez sérieux, il avait était vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe, et des risques financiers également. En fait, à l'époque de la traversée de la Manche, c'était un peu un kit ou double. S'il n'avait pas réussi cette traversée, il est très probable qu'il aurait été obligé d'abandonner ses recherches aéronautiques, et le nom de Blériot, à l'heure actuelle, serait totalement inconnu. Inconnu, Armand de Perdussin l'est alors totalement. Pourtant, quelques années après l'exploit de Blériot, ces avions vont acquérir une renommée qui fera les manchettes des journaux. Pour lancer ses propres avions, de Perdussin s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs de grand talent. Louis Béchereau est chargé de la conception des machines. Dès 1910, ces avions se font remarquer pour leur performance et surtout pour leurs lignes déjà très profilées pour l'époque. En 1912, un jeune ingénieur de 20 ans, André Herbemont, vient rejoindre Béchereau aux établissements de Perdussin. Son fils Jacques nous raconte. Alors mon père a travaillé tout de suite immédiatement avec l'ingénieur Béchereau, et c'est ainsi qu'en 1913, il y avait une course qui se courait à Reims, où on devait aller le plus vite possible. Il y avait un concurrent, et il avait été préparé un super petit monoplan. Et mon père avait contribué à le montage et à la mise au point de l'avion à Reims. La Coupe Gordon-Bennett a lieu le 29 septembre 1913. L'avion, conçu par Louis Béchereau, muni selon la suggestion d'Herbemont d'une voilure plus petite que celle d'origine, bat le record du monde de vitesse à 203 km/h. Pour les avions de Perdussin, c'est la gloire. Mais pour Armand de Perdussin, il est malheureusement trop tard. Alors que ses ingénieurs triomphent, il a de graves ennuis. Il a été mis en prison et en 1913 justement, et malheureusement, la guerre de 14 est arrivée avant que son affaire vienne devant le tribunal, et il est resté en prison pendant toute la durée de la guerre. Armand de Perdussin n'a pas su gérer l'expansion fulgurante de son entreprise. À cause de malversations financières, sa société est mise en liquidation judiciaire sous le sigle de Société provisoire des avions de Perdussin, SPAD, SPAD. Louis Blériot, en revanche, a su exploiter en homme d'affaires avisé la notoriété acquise lors de sa traversée de la Manche. Ces avions sont commandés partout. Et en 1914, la firme Blériot Aéronautique est suffisamment prospère pour envisager de s'agrandir. Louis Blériot se porte acquéreur de l'ancienne maison de Perdussin, la SPAD. Mon grand-père, lorsqu'il a repris cette société, a changé un petit peu la signification. Il a gardé les initiales parce qu'elles avaient acquis une certaine notoriété. Et donc c'est devenu la Société pour l'aviation et ses dérivés. Oui. Évidemment, il a dû faire certainement une séance de brainstorming pour arriver à ce résultat. Ainsi, la société SPAD, tout en gardant une certaine autonomie, entre dans le giron du groupe Blériot Aéronautique. Quelques mois plus tard, la guerre éclate. L'évolution de l'aviation va s'accélérer considérablement. Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg est assassiné à Sarajevo. En quelques semaines, toute la vieille Europe est sur le pied de guerre. Le 2 août, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre aux côtés de la Russie, qui a décrété la mobilisation générale pour soutenir la Serbie, attaquée par l'Autriche-Hongrie. Dans chaque pays, la fièvre belliciste a envahi les esprits et tous semblent heureux de partir à la guerre. Dans l'euphorie de l'été, les hommes n'ont qu'une hâte, se battre. Le Kaiser Guillaume II vient soutenir les Habsbourg et lance ses armées sur la Belgique avant de descendre sur la France. L'Europe s'embrase. Dans les deux camps, les gouvernements sont persuadés que la guerre sera brève et que tous les problèmes du continent seront ainsi résolus. Mais une fois la machine de guerre lancée, elle va devenir incontrôlable.
Les nouvelles armes bouleversent les vieilles tactiques militaires. La mécanique va plus que jamais modifier l'issue des combats. Après l'artillerie, la mitrailleuse, l'automobile, l'avion va rendre ses premiers services. Les militaires se sont équipés de quelques appareils avant le conflit. L'utilisation la plus immédiate des avions est de servir de perchoir pour voir de plus haut, tout en restant éloigné, ce qui se passe dans le camp ennemi. C'est en effectuant des missions d'observation que les avions français vont pour la première fois influer sur le cours de la guerre. Septembre 1914. Les troupes allemandes fatiguées contournent Paris par l'est. Un blériot de l'armée française repère les mouvements de l'ennemi. L'état-major est immédiatement prévenu. Les Allemands ne sont qu'à 30 km de Paris. Il faut absolument envoyer des renforts sur le front pour les arrêter. Le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, réquisitionne les taxis pour acheminer au plus vite des troupes fraîches. Grâce à l'aviation, l'avance allemande est arrêtée. Le cours de la guerre va changer totalement. Les deux camps sont immobilisés et le front se transforme en un labyrinthe de tranchées. En plus de leur mission d'observation, les avions vont rendre un nouveau service, le guidage de l'artillerie. Dès le début de la guerre, les observateurs grimpent dans des ballons captifs pour aider les artilleurs à régler leurs canons sur des concentrations ennemies. Ces ballons sont un objectif prioritaire à abattre pour l'adversaire, et ce n'est pas trop difficile. L'arrivée des avions, si elle ne supprime pas les ballons, rend les missions d'observation et de pointage beaucoup plus souples et plus difficiles à contrer par l'ennemi. Mais on est encore loin des performances du SPAD. Les avions Blériot allient bon sens et simplicité. Ces machines légères n'embarquent qu'un seul pilote et aucune arme pour se défendre en cas d'attaque adverse. Les Blériot sont néanmoins les plus nombreux. Leur conception préfigure déjà une certaine rigueur industrielle, celle qui permettra les cadences de production phénoménales du SPAD en 1917. Les deux Pères du Saint sont l'émanation d'une philosophie différente. Ce sont des avions plus complexes, plus profilés, qui embarquent deux passagers. On retrouve le côté aventureux de l'entreprise, qui préfère construire des machines de manière artisanale, plus à la pointe des technologies, mais aussi plus difficiles à construire. Chez Deux Pères du Saint, l'innovation prime sur l'efficacité industrielle. C'est cette équipe d'ingénieurs qui va bientôt imaginer le SPAD. Pour l'heure, il faut répondre à un besoin qui est apparu très vite dès le début du conflit. La firme Deux Pères du Saint lance une étrange machine munie d'une mitrailleuse surélevée qui tire au-dessus de l'hélice. Le pilote doit se lever pour actionner l'arme. Pas très pratique, mais tirer vers l'avant est une nécessité. C'est pourquoi l'ingénieur Bechereau conçoit un appareil encore plus étonnant. Le premier avion du nom de SPAD, le SPAD SA, qui fait son apparition en 1915. L'avion est littéralement coupé en deux, puisque l'hélice se trouve au milieu du fuselage. À l'avant, une nacelle accueille un observateur armé d'une mitrailleuse orientable. Une innovation qui se paie par une trop grande complexité. En fait, ces premières moutures d'avions militaires produits par Blériot, Deux Pères du Saint puis la SPAD ne sont pas très satisfaisantes. Il faudra attendre la génération suivante. En ces premières années de guerre aérienne, ce sont surtout les voisins et les Farman qui rendent les meilleurs services à l'armée française. Ces biplans Cage disposent d'une hélice dite propulsive à l'arrière qui permet l'installation d'un poste de tir à l'avant. Le gros problème des avions au début de 1915, c'est l'armement. Les pilotes commencent à s'affronter entre eux et la position de l'armement est essentielle. Tirer vers l'avant est bien entendu la meilleure solution. Roland Garros, le célèbre pilote d'avant-guerre, le premier à avoir traversé la Méditerranée, a l'idée de poser des déflecteurs sur les pales d'hélice pour dévier les balles quand elles viennent les toucher et éviter ainsi de les endommager. L'astucieuse proposition est efficace et les Morane français commencent à descendre régulièrement des avions allemands. Malheureusement, Roland Garros est lui-même abattu et tombe indemne derrière le front côté ennemi, sa mitrailleuse avec. Les Allemands en profitent immédiatement pour s'inspirer du système et sortir de nouvelles machines. En septembre 1915 arrivent les Nieuport 11, les fameux bébés Nieuport.
Avec ces machines, les Alliés retrouvent enfin un avion capable de faire face aux appareils allemands. C'est la première génération de chasseurs qui préfigure l'apothéose des SPAD. La bataille de Verdun commence le 21 février 1916. Les Allemands ont décidé, pour employer leur expression, de saigner à blanc l'armée française. Ainsi commence la plus sanglante de toutes les batailles de la guerre. Au-dessus des combats à l'artillerie et des offensives à la baïonnette de l'infanterie, les chasseurs tentent d'empêcher les avions d'observation de guider les artilleurs. Les Nieuport 11 puis 17, armés d'une mitrailleuse synchronisée, permettent aux Français de regagner la supériorité aérienne perdue en 1915. Mais la course technologique ne s'arrête pas là. L'ennemi prépare de nouveaux avions plus efficaces et l'état-major le sait. Il faut impérativement développer de nouveaux modèles. Le SPAD est en gestation, avec un atout majeur, son puissant moteur. Il arrive au bon moment. Les duels dans le ciel deviennent de plus en plus acharnés. Les as ne survivent pas longtemps. La loi du ciel est celle du plus rapide, du plus agile, du plus téméraire. Les pilotes apprennent de leurs collègues les manœuvres les plus efficaces. Quand ils sont pourchassés, ils doivent pouvoir dégager au plus vite, d'où l'importance des performances de leur machine. D'où le succès du SPAD, plus rapide que les autres. Chaque jour, les pilotes tentent d'inventer de nouvelles figures pour battre l'adversaire. Dans le ciel français comme dans le ciel allemand, c'est une véritable hécatombe d'aviateurs. Beaucoup disparaissent après moins d'une semaine de combat. Chaque nouvel avion apporte de nouvelles possibilités tactiques et pousse le camp adverse à trouver des parades et à sortir des avions plus performants. Cette course à la mort donne aux as et aux pilotes un prestige immense. Les duels ne durent en général que quelques minutes. Guynemer, à bord de son SPAD baptisé Vieux Charles, comme tous les avions qu'il a successivement utilisés, est au fait de sa gloire. Quand on s'appelle Georges Guynemer, qu'on a une cinquantaine de victoires, que l'on en a 22 ans, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le mythe de l'as, le mythe du héros aérien, s'est fortement développé dans la Première Guerre mondiale. À une époque où la France connaît des centaines de milliers de morts, l'as sert de symbole, il sert à encourager le combattant au sol. Et contrairement à ce qu'on a souvent raconté, ils étaient très aimés. Quant aux Italiens, c'est aussi à bord du SPAD que leurs as, dont le plus grand d'entre eux, Francesco Baracca, partent se battre dans le ciel. Le SPAD grimpe haut et convient parfaitement aux conditions du front italien, situé dans le massif alpin. De même, les Américains, avec l'escadrille Lafayette, utilisent le SPAD, et les as, tels Eddie Rickenbacker, Frank Luke ou Raoul Lufbery, remportent de nombreuses victoires à bord de ces appareils français. Ils arborent sur leur fuselage une tête d'Indien. C'est l'apothéose du SPAD qui s'impose partout dans le ciel et éclipse par ses performances les autres machines. Une des raisons des qualités de cet appareil, c'est l'excellente coordination qui existait entre les industriels et les pilotes. L'exemple le plus connu est certainement Georges Guynemer, qui écrivait au constructeur Bechereau pour lui demander des modifications de l'avion, qui allait tester, et il servait même en quelque sorte de pilote d'essai des nouveaux modèles, dont il demandait des caractéristiques bien précises, car comme c'était des as et qu'ils avaient une très grande expérience du combat aérien, cela permettait aux constructeurs d'adapter les avions. Ces pilotes vedettes de l'aviation française leur donnent même parfois une immatriculation personnelle, comme René Fonck sur ce SPAD 15 spécial. L'équipement des avions est alors extrêmement rudimentaire et les appareils sont facilement adaptables. C'est l'ancêtre du collimateur. Alors c'était vissé à l'avant du fuselage, également devant les yeux du pilote. C'est ce qu'on appelle une lunette de visée en fait. Et donc le pilote ouvrait le petit obturateur juste avant de tirer. Voilà, c'est libérer l'objectif. Et il y avait une petite croix au centre de la lunette qui permettait de viser l'appareil ennemi. Ce n'était pas toujours d'une efficacité extraordinaire. Et pour preuve, voici une lettre de Guynemer à André Herbemont montrant dans quels détails pouvaient aller les échanges entre pilotes et constructeurs.
Mon cher Herbemont, comme vous le savez, j'ai été descendu par 3 DFW avec Pétadou. Tout incident de ce genre comporte un enseignement. Ayant une seconde et demie pour profiter de la surprise de mon attaque et tirer sur le numéro 1, j'ai mis 2 secondes à le trouver dans mon viseur. Et à bout portant, le numéro 2 m'a assassiné comme un bleu avec sa mitrailleuse d'hélice avant que j'aie eu le temps de tirer. Pétadou, c'est le surnom qu'a donné Guynemer à un modèle spécial de SPAD construit selon ses spécifications, doté d'un puissant canon de 37 mm dans l'axe du moteur qu'il met au point avec le bureau d'études SPAD et auquel il tient particulièrement. Guynemer est précis et parle d'expérience, montrant à quel point les pilotes s'impliquent dans la mise au point des avions qu'ils utilisent. Mais pour fournir la machine en quantité suffisante, il a aussi fallu derrière une organisation fantastique. Lors de l'apparition du SPAD 7, alors là, ça a été l'explosion en matière de nombre fabriqués. Il y a eu en tout, entre 1916 et 1918, plus de 13 000 SPAD 7 et SPAD 13 qui ont été fabriqués, dont un peu moins de 5 000 dans l'usine de Suresnes. Il y avait une rationalisation de la production qui était très grande, à tel point qu'il sortait un SPAD toutes les 50 minutes de l'usine. Quand on connaît les cadences de production actuelles, ça paraît inimaginable. Et l'usine se trouvait sur les quais de la Seine, à Suresnes. Ils étaient chargés sur un bac donc, en face de l'usine. Le bac traversait la Seine et les avions étaient convoyés jusqu'à l'hippodrome de Longchamp, qui est juste en face de l'usine. Et de là, ils partaient directement pour les centres de livraison du front. Il faut aussi faire évoluer les avions en fonction des besoins du front. Pour tenter de garder l'avantage, les nouveaux modèles sortent à une cadence démentielle. Ce modèle de SPAD, le 11, est une version biplace produite à 1000 exemplaires qui n'a pas le succès des monoplaces. L'avion est doté d'une mitrailleuse arrière pour se protéger le mieux possible des attaques. Mais le principal problème de ces avions est le manque de fiabilité des moteurs Hispano-Suiza. Les derniers modèles, plus puissants, nécessitent un réducteur pour diminuer la vitesse de rotation de l'hélice, une pièce mécanique particulièrement délicate. L'Hispano n'est pas très docile. D'ailleurs, démarrer le moteur du SPAD, même aujourd'hui, n'est pas une mince affaire. Il faut injecter un peu d'essence dans les carburateurs, amorcer le moteur pour avoir un mélange plus riche au démarrage, comme avec le starter d'une voiture actuelle, et surtout, brasser l'hélice. L'industrie aéronautique française est alors à son apogée. La France est le plus gros producteur d'avions et va même jusqu'à livrer des machines à ses alliés, aux Américains, aux Italiens, aux Anglais et même aux Japonais. Vers le milieu de 1917, les usines d'avions tournent à plein et un nouveau SPAD fait son apparition. C'est une évolution du modèle précédent. Le moteur Hispano a gagné en puissance et l'avion dépasse allègrement les 200 km/h. Mais surtout, il est maintenant armé de 2 mitrailleuses Vickers au lieu d'une seule. Il peut maintenant faire jeu égal avec les appareils ennemis puissamment armés. Face au SPAD, les tout derniers Fokker allemands sont en effet des appareils très performants. Cette nouvelle génération d'avions emploie des techniques de construction moderne à structure métallique. Les Fokker dernier modèle donnent du fil à retordre aux Alliés. À la même époque apparaît le SE5 anglais, muni du même moteur Hispano-Suiza que le SPAD. Les performances de l'avion sont là aussi excellentes, mais la conception semble beaucoup plus traditionnelle. Avec l'arrivée du SE5A et du SPAD, les Alliés ont repris à l'Allemagne la supériorité aérienne. L'aviation allemande, malgré tous les efforts, n'est pas en mesure d'aligner autant d'avions que les Anglais et les Français réunis. À la fin de la guerre, l'Angleterre a produit un peu plus d'avions que la France, 55 000 contre 52 000 machines. En revanche, la France fournit des moteurs pour tous les constructeurs alliés,
et la production des propulseurs approche les 100 000 exemplaires. Face à une telle puissance industrielle, les Allemands doivent plier. Ils n'ont pu construire que 48 000 avions durant la même période de temps. Comme tous les avions de l'époque, la fiabilité mécanique n'est pas le fort du SPAD. Il inaugure en effet des solutions techniques nouvelles, notamment le refroidissement liquide et le réducteur. Le moteur, qui est aussi une belle machine, malheureusement peu fiable, celui-ci en particulier à cause du réducteur, a posé de gros problèmes au départ. Je crois que tous les appareils qui ont été équipés avec les premiers Hispano ont eu ce qu'on appelle les problèmes de jeunesse, de fiabilité. Mais c'est principalement, je crois, l'un des premiers appareils conçus comme un intercepteur, c'est-à-dire une machine puissante, capable de monter haut et vite, de piquer très vite, donc de pouvoir engager un combat et de pouvoir se désengager d'un combat à volonté du pilote, en fait. Sur le total des avions sortis des chaînes de production en France, les SPAD représentent plus du quart, avec plus de 13 000 exemplaires fabriqués. Il faut dire que les pertes sont énormes. Parfois, les machines ne durent que quelques jours. Des deux côtés, il faut constamment les remplacer. Avions et pilotes s'épuisent vite, comme le dit Guynemer, malade, dans la fin de sa lettre à André Herbemont. Je suis au lit avec une rechute d'angine. J'ai fait mon voyage par train en 1h35. Le coucou va très bien, mais le fuselage commence à vieillir. Cordial souvenir. Guynemer, fin 1917, est fatigué, usé par le stress, mais il ne veut pas quitter le front une seconde. Pour lui, seuls comptent les victoires, et il devient, comme tous les pilotes de la guerre, intoxiqué par le score qu'il faut sans cesse améliorer. Le 11 septembre 1917, en l'absence de Brocard, il commande l'escadrille des Cigognes, basée à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. Ce matin-là, il sort de la petite maison où il occupe une chambre pour rejoindre le terrain d'aviation, aujourd'hui remplacé par des usines. Puis il décolle précipitamment. La campagne des Flandres bat son plein, et il ne pense qu'à une chose, trouver un avion ennemi à descendre. L'As des As, au cours de l'été 1917, en est à sa 53e victoire. Il a reçu tous les honneurs et tient à montrer l'exemple à tous ses camarades ainsi qu'aux hommes au sol, malgré un épuisement physique qui frappe sur les images. En 1917, la guerre aérienne a évolué. Les avions ne se risquent plus seuls dans le ciel. De chaque côté, les patrouilles de reconnaissance sont protégées par des chasseurs. Mais les pilotes des escadrilles de chasse, motivés par des perspectives de gloire, partent souvent à l'affût pour abattre tout avion ennemi qui se trouve à leur portée. Les règles du combat aérien sont maintenant établies. Dans les deux camps, les aviateurs sont formés par l'expérience de leurs aînés. Il faut agir vite et ne jamais se laisser prendre par surprise. Regarder derrière soi est la règle d'or dans l'arène du ciel. Si par malheur un pilote oublie de surveiller ses arrières, il prend le risque de voir un chasseur ennemi fondre sur lui et le tirer comme un lapin. Il a de fortes chances de ne pas revenir. Un pilote rompu au combat va chercher à monter le plus haut possible et garder le soleil derrière lui pour se dissimuler à l'adversaire. Dès qu'il trouve une proie, il fond sur elle et l'abat sans pitié. Le 11 septembre 1917, Georges Guynemer, à bord de son SPAD 13, épuisé par des semaines de combat et d'affût, tombe dans une embuscade. Comme il l'a dit lui-même, le signe de la main qu'il fait à chaque décollage est l'adieu définitif d'un homme qui sait qu'il peut ne pas revenir. Ce jour-là, il est accompagné d'un pilote beaucoup moins expérimenté que lui. Face à une meute d'avions allemands, il n'a aucune chance. Il est abattu au-dessus de Poelcapelle, en Belgique, à quelques kilomètres d'Ypres. Un monument domine ce petit village des Flandres à la gloire du grand pilote français.
On ne retrouvera jamais ni le SPAD ni le corps de George Guynemer. Il tombe en effet dans un secteur bombardé par des tirs d'artillerie continus de l'armée britannique qui vont anéantir tout ce qui se trouve sur le terrain. Aujourd'hui, le lieu de sa chute est redevenu un champ. Mais à l'époque, c'était un cimetière de guerre comme celui-ci, à quelques kilomètres seulement. Ainsi s'achève à 23 ans, après 53 victoires, la carrière héroïque du pilote qui va symboliser tous les autres. George Guynemer passait beaucoup de temps aux commandes de son SPAD. À l'époque, c'était la machine la plus moderne dont un pilote pouvait disposer. Le cockpit, comme celui des autres appareils, est pourtant extrêmement rustique. Manette des gaz, compas, instruments de bord et accessoires incongrus intégrés à tous les SPAD, maillés de bois pour taper sur les mitrailleuses si elles sont enrayées. Le pilote n'a pas beaucoup de place ni beaucoup de confort. À la fin de la guerre, le SPAD est en service dans toutes les forces aériennes alliées. Le SPAD 7, le SPAD 13 avait pour père toujours l'ingénieur Bechereau, Louis Bechereau, n'est-ce pas, dont mon père était devenu, je dirais, un petit peu le bras droit, si vous voulez, au fil des années. Et en 1917, pour des raisons personnelles, Louis Bechereau s'est retiré. Et à ce moment-là, à la mi-17, en avril 1917, mon père a été nommé directeur technique de la maison SPAD. Et en 1917, eh bien, il avait 24 ans. À l'époque, on allait vite. Le SPAD 20 est le premier avion totalement conçu par Herbemont. Le SPAD 20 était un avion qui était dérivé, qui était une évolution du SPAD 7-13. Et mon père a gardé très longtemps l'empreinte de ce que lui avait appris son maître. Bon, et le SPAD 20, par contre, a eu une touche qui était la touche Herbemont. Ce qui fait que le SPAD 20 s'appelait SPAD Herbemont. Ça pisse même pour là. Bon, on y va? Allez. Le plus célèbre et le meilleur des chasseurs de la Première Guerre mondiale a eu des héritiers, mais ils n'ont pu égaler sa gloire. L'histoire en avait décidé autrement. L'ingénieur Herbemont a continué à concevoir avec succès des avions jusqu'en 1940. Le SPAD est devenu un mythe. C'est une aile de légende dans toute sa splendeur. Synthèse de toutes les innovations et du savoir-faire de l'époque, il symbolise incontestablement l'âge d'or de l'aéronautique française. La plus mythique de ces escadrilles est peut-être celle des Cigognes. Commandée par le capitaine Brocard, elle va vite se forger une réputation. Dès que les SPAD arrivent aux Cigognes, les victoires aériennes se succèdent à un rythme effréné, puisque dès juillet, les pilotes de cette seule unité peuvent revendiquer 128 avions ennemis abattus. Le SPAD s'avère redoutable et remplace avantageusement les Nieuport. Un autre phénomène caractérise les hommes qui montent à bord de chasseurs comme le SPAD. On parle d'eux à l'arrière. Il ne faut pas oublier qu'avant 1914, les aviateurs sont des héros populaires. D'emblée, dès le début du conflit, la presse se fait l'écho de leurs exploits. Peu à peu, l'état-major comprend le parti qu'il peut tirer de cette médiatisation. Les aviateurs peuvent aider à soutenir le moral des troupes. Grâce à eux, on personnalise des faits de guerre. Et c'est ce qui a expliqué tout le mythe qui a été donné aux pilotes, toute l'importance que l'on leur a accordée, parce qu'il était là pour balayer le ciel et enlever l'adversaire, de façon à ne pas être repéré au sol. Toute attaque était repérée par une aviation ennemie, donc était stoppée par un barrage d'artillerie, était une attaque perdue.
Et on l'a vu dans de très nombreux cas. Donc ce qui fait que le fantassin, quand il voyait les combats aériens, donc du sol, il les suivait. Les pilotes se posaient à côté des tranchées et ils se mêlaient aux combattants. Ils avaient un prestige extraordinaire. Ainsi apparaissent les As. Ce sont les meilleurs, ceux qui ont abattu au moins 5 avions allemands. Parmi ces élus, l'As des As est sans doute Georges Guynemer. À lui seul, il abat 53 avions. Ce jeune homme de 22 ans, habité par un fort sentiment patriotique, va symboliser pour le public l'esprit des héros. Descendant d'une famille aristocratique, il mène grand train. Lorsque l'escadrille stationne dans l'Aisne, il n'est qu'à quelques kilomètres de la maison familiale, dans le faubourg élégant de Compiègne. Il rend souvent visite à la famille et ramène des trophées aussi impressionnants que des mitrailleuses allemandes, des morceaux d'avions abattus. Aujourd'hui, la maison familiale des Guynemer semble abandonnée. Ne reste que la plaque indiquant qu'il habitait là. Bien sûr, l'escadrille des Cigognes génère d'autres As, toujours à bord de leur Spad. Le sous-lieutenant Dorme, le père Dorme, 23 victoires. Le capitaine Heurtaud, 21 victoires. Le capitaine Delin, 20 victoires. Le capitaine Delatour, 9 victoires. Parmi les autres escadrilles, citons René Fonck, l'As français aux 75 victoires, qui affiche le plus brillant palmarès de l'aviation française. Un des rares pilotes qui survivra à la guerre. Puis il y a Charles Ningesser, le héros à la Hanne et à leur Nieuport. Le nouveau Spad est très rapide. Il dépasse les 170 km/h alors que les autres atteignent péniblement les 130. Enfin, le Spad est armé d'une mitrailleuse Vickers synchronisée qui lui donne une puissance de feu plus confortable que les bébés Nieuport et leurs mitrailleuses au-dessus de l'aile. Le prototype du Spad vole en avril 1916. Les premiers modèles de série atteignent le front en septembre de la même année. En cette période de guerre, tout se passe très vite. De nos jours, par exemple, il s'écoule souvent plus de 10 ans entre le premier vol d'un avion et sa mise en service. Le Spad est un avion d'ingénieur. Il marie pour la première fois 2 impératifs en général incompatibles. Robustesse pour absorber sa puissance et finesse aérodynamique pour aller le plus vite possible. C'est bien une machine à double personnalité. Autre dualité, non seulement c'est un avion d'ingénieur, une parfaite synthèse technique, mais c'est aussi un avion de pilote, une machine qui semble faite pour eux, 2 exigences souvent contradictoires. Face au Spad début 1917, les Allemands ne sont pas de reste. Eux aussi perfectionnent à la fois leur tactique et leur machine. Les aviateurs allemands volent maintenant eux aussi en formation et ils disposent d'une nouvelle génération d'avions. Les Halberstadt font leur apparition au début de 1917. Ils sont spécialement conçus pour escorter les avions d'observation et en conséquence puissamment armés. Ces biplaces comportent 2 mitrailleuses avant et une autre orientable à l'arrière, ce qui les rend redoutables. L'Albatros, avec son fuselage coque en contreplaqué et son 6 cylindres en ligne, apparaît lui aussi début 1917 et fait tout de suite des ravages dans les rangs alliés. Quant au Fokker DR-1 à 3 voilures, comme toujours chez ce constructeur, il s'inspire d'un appareil du camp adverse. Ce fut d'abord l'Eindecker E3 basé sur le Morane Saulnier. Ici, Fokker copie simplement le Sopwith triplan. Le Fokker DR-1 va surtout se faire une réputation face au SE5 anglais. Peint en rouge, c'est la monture de Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge. Redoutablement agile, le Fokker DR-1 acquiert une notoriété extraordinaire. Et pourtant, les performances de son moteur sont loin d'être satisfaisantes. L'avion manque de fiabilité. Toutefois, cet appareil est redouté par les pilotes alliés. L'ambiance en escadrille est donc loin d'avoir le formalisme qu'on trouve dans les rangs de la cavalerie ou de l'infanterie. De plus, les pilotes qui grimpent dans les Spads sont jeunes, très jeunes. Ils n'ont souvent pas 20 ans.
Les escadrilles sont la plupart du temps des unités isolées, parquées à quelques dizaines de kilomètres du front, en pleine campagne. Les aviateurs vivent en vase clos, entourés de leurs machines. Comme dans les sous-marins ou plus tard les commandos, une véritable mentalité de petits groupes se développe avec ses propres lois. Un esprit d'escadrille. Puis il y a la mort. Celui qui part reviendra-t-il? Souvent les sourires de mise et l'humour macabre masquent l'angoisse de chacun. Enfin, le rythme quotidien dépend fortement de la météo. Les membres d'une escadrille, à cause du mauvais temps, restent parfois confinés à l'inaction pendant des jours. Ils savent qu'au même moment, les fantassins des tranchées continuent à se faire pilonner par l'artillerie, dont ils perçoivent au loin les grondements sourds. La plus mythique de ces escadrilles est peut-être celle des cigognes. Commandée par le capitaine Brocard, elle va vite se forger une réputation. Dès que les SPAD arrivent aux cigognes, les victoires aériennes se succèdent à un rythme effréné, puisque dès juillet, les pilotes de cette seule unité peuvent revendiquer 128 avions ennemis abattus. Le SPAD s'avère redoutable et remplace avantageusement les Nieuport. Un autre phénomène caractérise les hommes qui montent à bord de chasseurs comme le SPAD. On parle d'eux à l'arrière. Il ne faut pas oublier qu'avant 1914, les aviateurs sont des héros populaires. D'emblée, dès le début du conflit, la presse se fait l'écho de leurs exploits. Peu à peu, l'état-major comprend le parti qu'il peut tirer de cette médiatisation. Les aviateurs peuvent aider à soutenir le moral des troupes. Grâce à eux, on personnalise des faits de guerre. Et c'est ce qui a expliqué tout le mythe qui a été donné aux pilotes, toute l'importance que l'on leur a accordée, parce qu'il était là pour balayer le ciel et enlever l'adversaire, de façon à ne pas être repéré au sol. Toute attaque était repérée par une aviation ennemie, donc était stoppée par un barrage d'artillerie, était une attaque perdue. Et on l'a vu dans de très nombreux cas. Donc ce qui fait que le fantassin, quand il voyait des combats aériens, donc du sol, il les suivait. Les pilotes se posaient à côté des tranchées et ils se mêlaient aux combattants. Ils avaient un prestige extraordinaire. Ainsi apparaissent les As. Ce sont les meilleurs, ceux qui ont abattu au moins 5 avions allemands. Parmi ces élus, l'As des As est sans doute Jaurès. Ouais, voilà, c'est libérer l'objectif. Et il y avait une petite croix au centre de la lunette qui permettait de viser l'appareil ennemi. Ce n'était pas toujours d'une efficacité extraordinaire. Et pour preuve, voici une lettre de Guynemer à André Herbemont montrant dans quels détails pouvaient aller les échanges entre pilotes et constructeurs. Mon cher Herbemont, comme vous le savez, j'ai été descendu par 3 DFW avec Pétadou. Tout incident de ce genre comporte un enseignement. Ayant une seconde et demie pour profiter de la surprise de mon attaque et tirer sur le numéro 1, j'ai mis 2 secondes à le trouver dans mon viseur. Et à bout portant, le numéro 2 m'a assassiné comme un bleu avec sa mitrailleuse d'hélice avant que j'aie eu le temps de tirer. Pétadou, c'est le surnom qu'a donné Guynemer à un modèle spécial de SPAD, construit selon ses spécifications, doté d'un puissant canon de 37 mm dans l'axe du moteur, qu'il met au point avec le bureau d'études SPAD et auquel il tient particulièrement. Guynemer est précis et parle d'expérience, montrant à quel point les pilotes s'impliquent dans la mise au point des avions qu'ils utilisent. Mais pour fournir la machine en quantité suffisante, il a aussi fallu derrière une organisation fantastique. Lors de l'apparition du SPAD 7, alors là, ça a été l'explosion en matière de nombre fabriqués. Il y a eu en tout, entre 1916 et 1918, plus de 13 000 SPAD 7 et SPAD 13 qui ont été fabriqués, dont un peu moins de 5 000 dans l'usine de Suresnes. Il y avait une rationalisation de la production qui était très grande, à tel point qu'il sortait un SPAD toutes les 50 minutes de l'usine. Quand on connaît les cadences de production actuelles, ça paraît inimaginable. Et l'usine se trouvait sur les quais de la Seine, à Suresnes. Ils étaient chargés sur un bac donc, en face de l'usine. Le bac traversait la Seine et les avions étaient convoyés jusqu'à l'hippodrome de Longchamp, qui est juste en face de l'usine.
Et de là, il partait directement pour les centres de livraison du front. Il faut aussi faire évoluer les avions en fonction des besoins du front. Pour tenter de garder l'avantage, les nouveaux modèles sortent à une cadence démentielle. Ce modèle de Spad, le 11, est une version biplace produite à 1000 exemplaires qui n'a pas le succès des monoplaces. L'avion est doté d'une mitrailleuse arrière pour se protéger le mieux possible des attaques. Alors que ses ingénieurs triomphent, il a de graves ennuis. Il a été mis en prison et en 1913 justement, et malheureusement la guerre de 14 est arrivée avant que son affaire vienne devant le tribunal et il est resté en prison pendant toute la durée de la guerre. Armand de Perdussin n'a pas su gérer l'expansion fulgurante de son entreprise. À cause de malversations financières, sa société est mise en liquidation judiciaire sous le sigle de Société provisoire des avions de Perdussin, SPAD, SPAD. Louis Blériot, en revanche, a su exploiter en homme d'affaires avisé la notoriété acquise lors de sa traversée de la Manche. Ces avions sont commandés partout. Et en 1914, la firme Blériot Aéronautique est suffisamment prospère pour envisager de s'agrandir. Louis Blériot se porte acquéreur de l'ancienne maison de Perdussin, la SPAD. Mon grand-père, lorsqu'il a repris cette société, a changé un petit peu la signification. Il a gardé les initiales parce qu'elles avaient acquis une certaine notoriété. Et donc c'est devenu la Société pour l'aviation et ses dérivés. Oui. Évidemment, il a dû faire certainement une séance de brainstorming pour arriver à ce résultat. Ainsi, la société SPAD, tout en gardant une certaine autonomie, entre dans le giron du groupe Blériot Aéronautique. Quelques mois plus tard, la guerre éclate. L'évolution de l'aviation va s'accélérer considérablement. Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg est assassiné à Sarajevo. En quelques semaines, toute la vieille Europe est sur le pied de guerre. Le 2 août, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre aux côtés de la Russie, qui a décrété la mobilisation générale pour soutenir la Serbie, attaquée par l'Autriche-Hongrie. Dans chaque pays, la fièvre belliciste a envahi les esprits et tous semblent heureux de partir à la guerre. Dans l'euphorie de l'été, les hommes n'ont qu'une hâte, se battre. Le Kaiser Guillaume II vient soutenir les Habsbourg et lance ses armées sur la Belgique avant de descendre sur la France. L'Europe s'embrase. Dans les deux camps, les gouvernements sont persuadés que la guerre sera brève et que tous les problèmes du continent seront ainsi résolus. Mais une fois la machine de guerre lancée, elle va devenir incontrôlable. Les nouvelles armes bouleversent les vieilles tactiques militaires. Les Allemands ont aussi leurs héros. Les plus grands as sont Oswald Bölke, Max Himmelmann, Hermann Göring, qui dirigera la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout Manfred von Richthofen, le pilote au palmarès record, l'homme aux 80 victoires dans le ciel. Pour les pilotes, le stress est tel qu'une petite escapade à Paris n'est pas de trop. Ils quittent leur SPAD pour retrouver une ville qui n'est plus la même que celle de 1914. Les bâtiments sont carapacés de sacs de sable pour parer aux éventuels bombardements et les vitrines protégées par des croisées de bois aux entrelacs originaux qui tentent de faire oublier la guerre. Partout, les militaires font sentir leur présence. Revues et parades sont incessantes pour entretenir l'esprit combatif à l'arrière. Les usines soutiennent l'effort de guerre en faisant des heures supplémentaires. Pour arriver à des machines aussi performantes que le SPAD, il a fallu beaucoup de tâtonnements. L'histoire du SPAD remonte d'ailleurs au tout début de l'aviation. La belle époque.
Paris est la capitale insouciante de tous les pionniers de l'aviation qui viennent des 4 coins du monde. Santos Dumont, le milliardaire brésilien, charme les Parisiens avec sa personnalité fantasque. Mais surtout, il est le premier à faire décoller en France une machine dès 1906. Les avions, c'est une histoire d'hommes, celle d'aventuriers fortunés, parfois dilettantes, mais prêts à prendre les risques les plus insensés pour être les premiers à maîtriser les airs. On les prend souvent pour des farfelus, des fous volants. Farman effectue le premier kilomètre en l'air à Issy-les-Moulineaux. Latham, autre original fortuné, tente de traverser la Manche avant de s'écraser dans la mer avec son Antoinette et d'attendre flegmatiquement les secours. Voisin cherche à faire décoller le premier hydravion planeur en France, sur la Seine. Sans succès. On est encore loin du SPAD. Pégou s'installe dans son Blériot pour montrer qu'on peut effectuer des figures étonnantes dans le ciel. Les foules ébahies se déplacent nombreuses pour assister à ces événements incroyables. L'aviation au début du siècle impressionne tout le monde. C'est un peu comme un divertissement, une attraction de cirque pour quelques privilégiés, pimentés par le danger. Mais l'aéronautique est une affaire sérieuse qui demande beaucoup de compétences et d'argent. Et dès cette époque apparaissent les prémices de l'histoire du SPAD. Vos avions plus efficaces, et l'état-major le sait. Il faut impérativement développer de nouveaux modèles. Le SPAD est en gestation, avec un atout majeur, son puissant moteur. Il arrive au bon moment. Les duels dans le ciel deviennent de plus en plus acharnés. Les as ne survivent pas longtemps. La loi du ciel est celle du plus rapide, du plus agile, du plus téméraire. Les pilotes apprennent de leurs collègues les manœuvres les plus efficaces. Quand ils sont pourchassés, ils doivent pouvoir dégager au plus vite, d'où l'importance des performances de leur machine. D'où le succès du SPAD, plus rapide que les autres. Chaque jour, les pilotes tentent d'inventer de nouvelles figures pour battre l'adversaire. Dans le ciel français comme dans le ciel allemand, c'est une véritable hécatombe d'aviateurs. Beaucoup disparaissent après moins d'une semaine de combat. Chaque nouvel avion apporte de nouvelles possibilités tactiques et pousse le camp adverse à trouver des parades et à sortir des avions plus performants. Cette course à la mort donne aux as et aux pilotes un prestige immense. Les duels ne durent en général que quelques minutes. Guynemer, à bord de son SPAD baptisé Vieux Charles, comme tous les avions qu'il a successivement utilisés, est au fait de sa gloire. Quand on s'appelle Georges Guynemer, qu'on a une cinquantaine de victoires, que l'on en a 22 ans, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le mythe de l'as, le mythe du héros aérien, s'est fortement développé dans la Première Guerre mondiale. À une époque où la France connaît des centaines de milliers de morts, l'as sert de symbole, il sert à encourager le combattant au sol. Et contrairement à ce qu'on en a souvent raconté, ils étaient très aimés. Quant aux Italiens, c'est aussi à bord du SPAD que leurs as, dont le plus grand d'entre eux, Francesco Baracca, partent se battre dans le ciel. Le SPAD grimpe haut et convient parfaitement aux conditions du front italien, situé dans le massif alpin. De même, les Américains, avec l'escadrille Lafayette, utilisent le SPAD, et les as, tels Eddie Rickenbacker, Frank Luke ou Raoul Lufbery, remportent de nombreuses victoires à bord de ces appareils français. Ils arborent sur leur fuselage une tête d'Indien. C'est l'apothéose du SPAD qui s'impose partout dans le ciel et éclipse par ses performances les autres machines. Une des raisons des qualités de cet appareil, c'est l'excellente coordination qui existait entre les industriels et les pilotes. L'exemple le plus connu est certainement Georges Guynemer, qui écrivait au constructeur Bechereau pour lui demander des modifications de l'avion, qui allait tester, et il servait même en quelque sorte de pilote d'essai des nouveaux modèles, dont il demandait des caractéristiques bien précises, car comme c'était des as et qu'ils avaient une très grande expérience du combat. Poser des déflecteurs sur les pales d'hélice pour dévier les balles quand elles viennent les toucher et éviter ainsi de les endommager. L'astucieuse proposition est efficace et les Morane français commencent à descendre régulièrement des avions allemands.
Malheureusement, Roland Garros est lui-même abattu et tombe indemne derrière le front côté ennemi, sa mitrailleuse avec. Les Allemands en profitent immédiatement pour s'inspirer du système et sortir de nouvelles machines. En septembre 1915 arrivent les Nieuport 11, les fameux bébés Nieuport. Avec ces machines, les Alliés retrouvent enfin un avion capable de faire face aux appareils allemands. C'est la première génération de chasseurs qui préfigure l'apothéose des SPAD. La bataille de Verdun commence le 21 février 1916. Les Allemands ont décidé, pour employer leur expression, de saigner à blanc l'armée française. Ainsi commence la plus sanglante de toutes les batailles de la guerre. Au-dessus des combats à l'artillerie et des offensives à la baïonnette de l'infanterie, les chasseurs tentent d'empêcher les avions d'observation de guider les artilleurs. Les Nieuport 11 puis 17, armés d'une mitrailleuse synchronisée, permettent aux Français de regagner la supériorité aérienne perdue en 1915. Mais la course technologique ne s'arrête pas là. L'ennemi prépare de nouveaux avions plus efficaces et l'état-major le sait. Il faut impérativement développer de nouveaux modèles. Le SPAD est en gestation, avec un atout majeur, son puissant moteur. Il arrive au bon moment. Les duels dans le ciel deviennent de plus en plus acharnés. Les as ne survivent pas longtemps. La loi du ciel est celle du plus rapide, du plus agile, du plus téméraire. Les pilotes apprennent de leurs collègues les manœuvres les plus efficaces. Quand ils sont pourchassés, ils doivent pouvoir dégager au plus vite, d'où l'importance des performances de leur machine. D'où le succès du SPAD, plus rapide que les autres. Chaque jour, les pilotes tentent d'inventer de nouvelles figures pour battre l'adversaire. Dans le ciel français comme dans le ciel allemand, c'est une véritable hécatombe d'aviateurs. Beaucoup disparaissent après moins d'une semaine de combat. Chaque nouvel avion apporte de nouvelles possibilités tactiques et pousse le camp adverse à trouver des parades et à sortir des avions plus performants. Cette course à la mort donne aux as et aux pilotes un prestige immense. Les duels ne durent en général que quelques minutes. Guynemer, à bord de son SPAD baptisé Vieux Charles, comme tous les avions qu'il a successivement utilisés, est au fait de sa gloire. Quand on s'appelle Georges Guynemer, qu'on a une cinquantaine de victoires, que l'on en a 22 ans, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le mythe... Fin 1916, la situation des belligérants n'a pas beaucoup évolué. Depuis 2 ans déjà, la ligne de front est pratiquement stabilisée. Les tentatives allemandes à Verdun et alliées sur la Somme pour faire bouger le front de manière décisive ont échoué. Des deux côtés, les pertes en hommes sont considérables. À l'entrée de l'hiver, les fantassins vivent dans les tranchées, pataugeant dans la boue, entourés de fils barbelés et secoués par les salves d'artillerie. En revanche, le moral des aviateurs est un peu meilleur. Après avoir retourné la situation dans les airs, les Français ont repris la supériorité aérienne sur l'ennemi. Leurs Nieuport 11 puis leurs Nieuport 17 ont fait du bon travail. Les pilotes français ont vaillamment reconquis le ciel de Verdun. Au cours de cette bataille charnière, l'aviation s'est métamorphosée. Les états-majors commencent à tirer des enseignements de leurs premières années de guerre. 2 conditions doivent être réunies pour conserver ou regagner la suprématie dans les airs. Il faut commencer par revoir l'organisation des forces aériennes et ensuite disposer d'avions efficaces. À Verdun, le général Joffre bouleverse les structures du commandement de l'aviation. Les escadrilles sont rassemblées en groupes de chasse. Une quinzaine passe sous commandement unifié et la chasse française attaque en formation. Grâce à la supériorité numérique, elle va pouvoir reconquérir le ciel. Rapidement, les unités aériennes vont comporter de plus en plus d'avions. À partir du tournant de la bataille de Verdun et de la bataille de la Somme qui suit, l'aéronautique connaît un formidable développement et on peut réellement parler d'industrialisation de l'industrie aéronautique à partir de cette époque. Fin 1916, le SPAD commence à être livré sur le front. L'appareil va progressivement remplacer les autres avions de chasse en service.
Le SPAD a deux avantages décisifs. Il bénéficie d'une part d'un nouveau type de moteur en V plus puissant et d'autre part d'une aérodynamique poussée qui lui vient de ses origines, les avions de record de vitesse de Perdussin d'avant-guerre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il suffit de regarder le SE-5 britannique sorti à la même époque, utilisant le même moteur, pour voir que puissance et profilage ne vont pas toujours de pair en 1916. C'est le moteur qui détermine les caractéristiques du SPAD. En 1916, la firme Hispano-Suiza propose au service de l'air un nouveau moteur aux caractéristiques prometteuses. Formation, et il dispose d'une nouvelle génération d'avions. Les Halberstadt font leur apparition au début de 1917. Ils sont spécialement conçus pour escorter les avions d'observation et en conséquence puissamment armés. Ces biplaces comportent 2 mitrailleuses avant et une autre orientable à l'arrière, ce qui les rend redoutables. L'Albatros, avec son fuselage coque en contreplaqué et son 6 cylindres en ligne, apparaît lui aussi début 1917 et fait tout de suite des ravages dans les rangs alliés. Quant au Fokker DR-1 à 3 voilures, comme toujours chez ce constructeur, il s'inspire d'un appareil du camp adverse. Ce fut d'abord l'Eindecker E3 basé sur le Morane Saulnier. Ici, Fokker copie simplement le Sopwith triplan. Le Fokker DR-1 va surtout se faire une réputation face au SE-5 anglais. Peint en rouge, c'est la monture de Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge. Redoutablement agile, le Fokker DR-1 acquiert une notoriété extraordinaire. Et pourtant, les performances de son moteur sont loin d'être satisfaisantes. L'avion manque de fiabilité. Toutefois, cet appareil est redouté par les pilotes alliés et s'arroge de nombreuses victoires sur le front du Nord. En 1917, le SPAD intègre l'ensemble des connaissances techniques de l'époque et sa construction regroupe des sous-traitants encore en activité aujourd'hui. Par exemple, Dassault, qui fait sa première apparition avec l'hélice éclair du SPAD, et même Michelin pour les roues. Le SPAD restera jusqu'à la fin de la guerre l'avion le plus utilisé au combat. Son créateur, l'ingénieur Bechereau, a réussi un mélange parfait des genres, un compromis judicieux entre puissance, solidité et performance que vont lui envier tous les constructeurs, alliés comme ennemis. Cet avion devient vite la monture préférée des pilotes français. D'ailleurs, après l'arrivée des quelques premiers exemplaires dans les escadrilles, les aviateurs vont attendre avec impatience la livraison des appareils en nombre qui arrivent vers février 1917 pour remplacer leurs Nieuport vieillissants. Progressivement, 35 escadrilles seront équipées de SPAD. L'avion plaît aux pilotes, parce qu'il est rapide, plus puissant que ses prédécesseurs, parce qu'il encaisse bien les coups grâce à la robustesse de sa construction, et enfin parce qu'il est excellent en piqué, ce qui est primordial pour la chasse. Cela dit, le SPAD n'a pas que des qualités. Il est plus lourd que les autres, donc moins maniable et plus délicat à maîtriser. Mais peu importe aux pilotes, car ce sont des avantages. Qui tout double, s'il n'avait pas réussi cette traversée, il est très probable qu'il aurait été obligé d'abandonner ses recherches aéronautiques et le nom de Blériot à l'heure actuelle serait totalement inconnu. Inconnu, Armand de Perdussin l'est alors totalement. Pourtant, quelques années après l'exploit de Blériot, ces avions vont acquérir une renommée qui fera les manchettes des journaux. Pour lancer ses propres avions, de Perdussin s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs de grand talent. Louis Bechereau est chargé de la conception des machines. Dès 1910, ces avions se font remarquer pour leur performance et surtout pour leurs lignes déjà très profilées pour l'époque. En 1912, un jeune ingénieur de 20 ans, André Herbemont, vient rejoindre Bechereau aux établissements de Perdussin. Son fils Jacques nous raconte. Alors mon père a travaillé tout de suite immédiatement avec l'ingénieur Bechereau et c'est ainsi qu'en 1913, il y avait une course qui se courait à Reims où on devait aller le plus vite possible. Il y avait un concurrent et il avait été préparé un super petit monoplan. Et mon père avait contribué à le montage et à la mise au point de l'avion à Reims.
La Coupe Gordon-Bennett a lieu le 29 septembre 1913. L'avion, conçu par Louis Bechereau, muni selon la suggestion d'Herbemont d'une voilure plus petite que celle d'origine, bat le record du monde de vitesse à 203 km/h. Pour les avions de Perdussin, c'est la gloire. Mais pour Armand de Perdussin, il est malheureusement trop tard. Alors que ses ingénieurs triomphent, il a de graves ennuis. Il a été mis en prison et en 1913 justement, et malheureusement, la guerre de 14 est arrivée avant que son affaire vienne devant le tribunal, et il est resté en prison pendant toute la durée de la guerre. Armand de Perdussin n'a pas su gérer l'expansion fulgurante de son entreprise. À cause de malversations financières, sa société est mise en liquidation judiciaire sous le sigle de Société provisoire des avions de Perdussin, SPAD, SPAD. Louis Blériot, en revanche, a su exploiter en homme d'affaires avisé la notoriété acquise lors de sa traversée de la Manche. Ces avions sont commandés partout. Et en 1914, la firme Blériot Aéronautique est suffisamment prospère pour envisager de s'agrandir. Louis Blériot se porte acquéreur de l'ancienne maison de Perdussin, la SPAD. Mon grand-père, lorsqu'il a repris cette société, a changé un petit peu la signification. Il a gardé les initiales parce qu'elles avaient acquis une certaine notoriété. Et donc c'est... Le 11 septembre 1917, Georges Guynemer, à bord de son SPAD 13, épuisé par des semaines de combat et d'affût, tombe dans une embuscade. Comme il l'a dit lui-même, le signe de la main qu'il fait à chaque décollage est l'adieu définitif d'un homme qui sait qu'il peut ne pas revenir. Ce jour-là, il est accompagné d'un pilote beaucoup moins expérimenté que lui. Face à une meute d'avions allemands, il n'a aucune chance. Il est abattu au-dessus de Peulh-Capelle, en Belgique, à quelques kilomètres d'Ypres. Un monument domine ce petit village des Flandres à la gloire du grand pilote français. On ne retrouvera jamais ni le SPAD ni le corps de Georges Guynemer. Il tombe en effet dans un secteur bombardé par des tirs d'artillerie continus de l'armée britannique qui vont anéantir tout ce qui se trouve sur le terrain. Aujourd'hui, le lieu de sa chute est redevenu un champ. Mais à l'époque, c'était un cimetière de guerre comme celui-ci, à quelques kilomètres seulement. Ainsi s'achève à 23 ans, après 53 victoires, la carrière héroïque du pilote qui va symboliser tous les autres. Georges Guynemer passait beaucoup de temps aux commandes de son SPAD. À l'époque, c'était la machine la plus moderne dont un pilote pouvait disposer. Le cockpit, comme celui des autres appareils, est pourtant extrêmement rustique. Manette des gaz, compas, instruments de bord et accessoires incongrus intégrés à tous les SPAD, maillés de bois pour taper sur les mitrailleuses si elles sont enrayées. Le pilote n'a pas beaucoup de place, ni beaucoup de confort. À la fin de la guerre, le SPAD est en service dans toutes les forces aériennes alliées. Le SPAD 7, le SPAD 13 avait pour père toujours l'ingénieur Bechereau, Louis Bechereau, n'est-ce pas, dont mon père était devenu, je dirais, un petit peu le bras droit, si vous voulez, au fil des années. Et en 1917, pour des raisons personnelles, Louis Bechereau s'est retiré. Et à ce moment-là, à la mi-17, en avril 1917, mon père a été nommé directeur technique de la maison SPAD. Et en 1917, eh bien, il avait 24 ans. À l'époque, on allait vite. Le SPAD 20 est le premier avion totalement conçu par Herbemont. Le SPAD 20 était un avion qui était dérivé, qui était une évolution du SPAD 7-13. Et mon père a gardé très longtemps l'empreinte de ce que lui avait appris son maître. Bon, et le SPAD 20, par contre, a eu une touche qui était la touche